J'ai commencé ce livre au printemps 2012 et mon projet de départ était de faire une introduction à une astrologie planétaire, une astrologie des civilisations. Et puis subitement, la France s'est imposée à moi. Mais c'est venu comme une exigence absolue, c'est-à-dire de me dire tu vas travailler autrement et prendre quelque chose de vivant, un exemple, l'histoire de France proprement dite, pour montrer les évolutions et pour voir qu'il y a une trame d'évolution à travers l'histoire qu'on peut peut-être décoder grâce à l'astrologie. Donc il m'a fallu plonger dans l'histoire de France et j'ai cherché les historiens avec lesquels je pouvais travailler et j'ai rencontré tout d'abord deux historiens avec qui j'ai pu faire un travail tout à fait fécond. D'abord Michelet et puis ensuite Fernand Braudel. Alors Michelet avec son approche très, on pourrait dire charnelle, vivante, parfois même subjective de l'histoire. Et puis j'ai rencontré Braudel avec son ensemble sur l'identité de la France, où justement il y a une analogie avec mon sujet, puisque identité et destinée, c'est quasiment analogique. Et surtout, Braudel a une hypothèse très intéressante qu'il y aurait une cyclicité historique, et il dit que malheureusement, les historiens manquent d'outils pour la mesurer. Et finalement, avec l'astrologie, j'amène cet outil. J'ai donc cheminé avec ces deux piliers, Michelet et Braudel, et puis évidemment, selon les époques historiques, d'autres historiens qui amenaient des compléments très très importants. Hein. Et si bêtement, j'ai rencontré Arthur Koestler. Et là, ça a été une confirmation du travail que j'étais en train de faire. Parce que Arthur Koestler, avec Les Somnambules, qui est un essai sur l'histoire des conceptions de l'univers, fait une démarche tout à fait analogique à la mienne, en prenant le développement de la science au XVIIe siècle, avec les grands que sont Galilée, Kepler et puis ensuite Newton. Et là, j'avais déjà travaillé sur Kepler à ce moment-là, dans mon avancée, et ça m'a complètement confirmé dans le travail que j'étais en train de faire. C'est-à-dire que oui, finalement, comme Koestler, j'étais en train moi-même, à travers une évolution des conceptions de la vie, d'une certaine manière, à travers une évolution des mœurs, des institutions, une évolution de la France proprement dite, j'étais bien en train de faire un essai sur une astrologie des civilisations. Ainsi, dans ce livre, il y a deux livres. Il y a d'abord un livre d'histoire, parce que pour explorer la destinée d'une nation, c'est comme pour explorer la destinée d'un individu, il faut aller voir du côté de son histoire, ses origines, et voir quel est son fil d'évolution et quelles sont les étapes, d'une certaine manière, de sa croissance. Et bien, c'est exactement ce que j'ai fait pour la France, c'est-à-dire je suis allée dans les différents moments de son histoire pour voir quel était le fil d'évolution qui traversait tous ces événements et comment on pouvait le dégager. Le deuxième livre, c'est un livre d'astrologie, mais je l'ai présenté de manière à ce que ça ne dérange pas la lecture historique. Et donc, à peu près à chaque chapitre, j'ai fait ce que j'appelle un excursus astrologique, qui est tout simplement une incursion de l'astrologie. Et ceux qui ne voudront pas aller voir de ce côté-là pourront continuer le fil historique. La première partie est purement astrologique et j'invite vraiment chacun à s'y plonger. C'est enfin l'occasion de comprendre ce que c'est que l'astrologie. L'astrologie est la science de la conscience. Depuis le XVIIe siècle, les sciences se sont séparées de leur part conscience. Ainsi, la chimie s'est séparée de l'alchimie, l'astrologie s'est séparée de l'astronomie, la mathématique s'est séparée de la symbolique des nombres, et la physique s'est séparée de la métaphysique. Et cette part conscience, l'astrologie la travaille de façon tout à fait intéressante et continue à y œuvrer. Mais au démarrage, ces sciences n'étaient pas séparées et je dirais même que l'astrologie incluait l'astronomie. Alors l'astrologie est aussi la science des cycles. Tout le monde connaît les grands cycles, qui sont les ères astrologiques, et nous savons qu'actuellement nous sommes en train de quitter l'ère des Poissons pour entrer dans l'ère du Verseau.
Et c'est justement une des raisons des crises importantes que nous sommes en train de traverser et qui ont commencé bien avant l'an 2000, si je puis dire. Les ères astrologiques durent 2160 ans, donc nous sommes là dans la longue durée, mais au sein de cette longue durée, nous avons d'autres cycles beaucoup plus courts, et d'abord un cycle de 500 ans entre les deux planètes Pluton et Neptune, et d'autres cycles un peu moins longs, qui sont les cycles de Neptune-Uranus et d'Uranus-Pluton. Nous allons pouvoir explorer à travers le déroulé de l'histoire de France comment on retrouve ces cycles-là. J'écrivais ce livre en 2012 et je suis allée explorer l'astrologie maya que j'avais eu l'occasion d'étudier de toute façon auparavant, et je montre pourquoi l'année 2012 est signalée et comment cela se fait. Et ce qui est tout à fait intéressant dans les cycles mayas, c'est leur inclusivité et surtout l'accélération de l'histoire qu'ils nous montrent et qu'ils mettent en avant. Donc l'astrologie est une science de la conscience, une science du temps et donc des cycles, mais elle est aussi une science symbolique. Et c'est sa partie importante qu'il est intéressant de dégager justement et de révéler au niveau de l'histoire de France. Quels sont les symboles qui ont peu à peu fondé la France comme royaume d'abord, et puis ensuite comme nation, comme république. Et la partie symbolique est tout à fait importante à explorer. En particulier, je suis allée voir du côté des prophéties, si l'on peut dire, quel est le dessein de la France et qu'en disent les uns ou les autres. Et j'ai retenu ce qu'en dit Alice Bellé, et à travers elle le tibétain, c'est à savoir le dessein de la France est d'éclairer, et qui rejoint tout à fait la formule de Michelet qui dit la France est le pilote du vaisseau de l'humanité. La métaphore du vaisseau est tout à fait intéressante pour la France parce qu'elle est un pays à l'âme poisson et elle a joué un rôle certain dans l'ère des poissons qui est en train de se terminer, dont le but était que chaque individu arrive à une conscience individuelle. L'ère du Verseau a pour projet amener un peu plus d'équité entre les humains et surtout de la fraternité. Donc on voit bien déjà que la France a tracé sa route dans cette perspective, puisqu'elle a amené justement des termes de fraternité dans sa devise. Mais ce qui sera intéressant, c'est de regarder en quoi elle a ouvert à l'ère du Verseau et qu'est-ce qu'il lui reste à faire pour accomplir sa destinée. C'est aussi un des buts de ce livre. La naissance de la France, elle ne s'est pas faite en un jour. Tout d'abord, elle existait déjà à la préhistoire et de par sa position comme entonnoir de l'Europe, elle a attiré de nombreuses populations venues de l'Est. Et ensuite aussi, elle a accueilli des colonies phéniciennes ou grecques sur les côtes du Sud. Et graduellement, donc, s'est constitué un melting pot de population et un métissage très important. J'ai été très étonnée de découvrir que les Gaulois étaient des Celtes. Ce sont les Romains qui nous ont appelés Gaulois, mais les populations celtes étaient déjà implantées sur le territoire depuis à peu près 5 siècles, lorsque la conquête romaine a eu lieu. Et au sud, c'était des Ibères. Donc toujours ce fameux mélange de populations, avec des populations venues de l'Est et d'autres venues du Sud. Et donc nous avons, dès le début, une sorte de France en croix, et donc de métissée, et qui rassemble, accueille, intègre les populations. Et quelquefois l'intégration, elle ne se fait pas dans le sens qu'on imagine, c'est-à-dire c'est pas forcément les gagnants qui intègrent les vaincus, mais quelquefois ce sont ceux qui ont gagné qui s'élèvent à la civilisation des vaincus. Et ça, c'est très intéressant. Donc sur ce métissage de population est arrivé le christianisme. Les premiers chrétiens qui sont arrivés en Gaule sont des femmes. Et elles sont arrivées aux Saintes Marie de la Mer, Marie-Madeleine, Marie-Jacobée, Marie-Salomé, etc. Et elles ont peu à peu essaimé, et avec elles d'autres chrétiens qui sont venus, comme on dit à l'époque, évangéliser. Mais je ne pense pas qu'ils avaient un souci d'évangélisation, ils avaient un véritable souci d'élévation, de progression, et ils sont venus soigner, éduquer, enseigner les populations qu'ils ont rencontrées. Et ils ont trouvé un terreau très très fertile parce que la conquête romaine avait quand même asservi la Gaule, et
Et dans cette Gaule romaine, il y avait beaucoup d'esclavage et donc beaucoup de misère quelque part. C'est-à-dire que autant il y avait une civilisation opulente d'un côté, mais elle était au prix de l'esclavage. Et plus de 20% de la population étant esclave, on imagine la détresse des populations. Et c'est sur ce terreau que s'est implanté le christianisme. On se trouve donc sur une Gaule romanisée ou sur une Rome celtisée, comme selon ce qu'on veut considérer. Et c'est ainsi qu'au 5e siècle arrivent ceux qui vont donner leur nom à la France, les Francs. Les Francs, c'est des tribus du nord-est de l'Europe qui sont venus s'implanter graduellement en France, dans le nord de la France d'abord, et avec eux les Mérovingiens. Alors c'est là qu'intervient, j'allais dire, l'événement fondateur d'une certaine manière de la France, c'est-à-dire le baptême de Clovis. En fait, c'était un roi élu, comme tous les Francs. Il avait épousé Clotilde, une princesse burgonde qui était déjà convertie au christianisme. Et par sa foi, sa détermination, elle a réussi à convertir Clovis et avec lui tout son entourage. Et voilà donc maintenant la France convertie au christianisme à travers un des premiers rois. En même temps, il se prend comme symbole la fleur de lys, qui sera une symbolique de toute la royauté française. Et puis, surtout, avec son épouse, ils prennent Paris comme capitale. Et il se trouve à Paris à la même époque que la fameuse Sainte Geneviève, qui est la patronne de Paris. Et avec eux se met en place toute la lignée des rois de France qui finalement sont reconnus de droit divin à travers d'abord le baptême d'une certaine manière, mais ensuite à travers le sacre, comme l'inaugurera Charlemagne et les Carolingiens. À l'aube de l'an 1000 se crée la dynastie des Capétiens qui va durer 900 ans, qui va accompagner la France jusqu'au XIXe siècle. Donc c'est considérable. Mais pendant tout ce temps-là et cette longueur historique, on aura de cesse de rencontrer des guerres de religion. Parce qu'il va y avoir en permanence une sorte de, comment dirais-je, de lutte entre une religion officielle qu'épousent les rois de France et puis une revitalisation religieuse que vont vivre certaines populations, en particulier à travers ce qu'on a appelé à l'époque les hérésies bogomiles ou cathares. Et peu après l'an 1000 s'est développée une sorte de résurgence du christianisme primitif parmi les populations et qui a pris le nom de catharisme. Mais le nom de catharisme a encore été donné par les opposants, mais eux-mêmes ne se nommaient que les bons hommes ou les bonnes femmes, c'est-à-dire les adeptes de la bonne, non pas la bonne foi, mais de la vie selon la foi. Le catharisme était une sorte de pratique des préceptes religieux, et en particulier de l'évangile de Jean, mais vraiment dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que les cathares vivaient de façon frugale, simple. Les hommes et les femmes étaient égaux et les femmes avaient même le droit d'assumer la fonction sacerdotale. Et en plus, il y avait aussi bien des nobles que des populations rurales toutes simples. Donc il y avait là, dans cette forme de vécu religieux, une nouveauté tout à fait considérable qui était extrêmement dangereuse pour l'Église catholique officielle et pour le roi de France. Curieusement, il n'est resté aucune trace écrite de cette partie de l'histoire vue du côté des bons hommes et des bonnes femmes. Les seules traces que nous avons sont dans les registres de l'Inquisition. Et donc c'était une civilisation orale, de fraternité, d'échange, de conviviale aussi, et de frugale, qui était extrêmement intéressante et qui malheureusement a été arrêtée dans son élan par la fameuse croisade dite des Albigeois, qui a été tout simplement une guerre civile extrêmement cruelle, où on a exterminé les croyants les plus, j'allais dire, pas tellement ardents, puisque ce n'étaient pas du tout des fanatiques, les cathares. C'était des êtres qui vivaient leur foi paisiblement et avec une grande conviction.
Dans cette partie, on rencontre une femme au destin exceptionnel et qui montre tout à fait la position des femmes à l'époque, c'est-à-dire elles n'avaient de pouvoir que par les hommes qu'elles épousaient et de par leur descendance. Et c'est là où on voit l'importance d'Aliénor d'Aquitaine, c'est-à-dire elle a été l'épouse d'abord d'un roi de France, puis ensuite d'un roi d'Angleterre de la dynastie Plantagenet. Elle a été la mère de Richard Cœur de Lion et de Jean Santerre, et qui ont revendiqué vraiment le territoire français, et elle est à la source de la guerre de 100 ans. Le territoire de la France a été réduit à ce moment-là à son minimum, c'est-à-dire que c'était plus qu'une sorte de périmètre plus ou moins circulaire vers le nord-est de la France, et tout le reste était en possession des Anglais, et donc la France était complètement enserrée, prise en tenaille par les possessions des Anglais. Et on a à ce moment-là approché une possible union entre la France et l'Angleterre. Mais elle ne s'est pas faite. Ça aurait pu se faire à travers Aliénor, justement. Elle ne s'est pas faite. La France est réduite à son minimum à ce moment-là. La guerre de 100 ans s'est installée très longuement, comme son nom l'indique. Et alors surgit la figure lumineuse de Jeanne d'Arc, comme du néant d'une certaine manière, et puis comme envoyée d'en haut. Mais c'était une jeune fille qui n'était pas du tout une paysanne comme on l'imagine quand même. Elle avait des dons exceptionnels et elle avait des dons de guérison. Elle a même guéri le duc de Lorraine et elle avait des voix, elle entendait des voix. Et elle s'est subitement, on pourrait dire qu'elle s'est sentie investie par ce qu'on pourrait appeler l'âme de la France. Et ces voix lui disaient qu'il fallait absolument bouter les Anglais hors de France et que le moyen d'y arriver, c'est de faire sacrer le dauphin, Charles, qui n'avait toujours pas été sacré, roi, de manière à redonner pouvoir à la France. Et donc c'est ce qu'elle entreprend. En n'écoutant que son courage et ses voix, elle part alors qu'elle est une femme, qu'elle est pucelle, comme on dit, donc elle n'est pas protégée par un homme. La voilà partie à la recherche du dauphin et la voilà en train d'essayer de le convaincre de se faire sacrer à Reims. Les Anglais l'ont prise plus rapidement au sérieux que les Français, curieusement. C'est-à-dire que les Anglais ont compris qu'ils avaient face à eux une véritable puissance spirituelle et ils l'ont prise pour une sorcière. Évidemment, pour eux, elle était contraire à leur dessein. Mais les Français ont eu beaucoup plus de mal à comprendre à qui ils avaient affaire. C'est même le dauphin Charles, une fois qu'il a été sacré, l'a quasiment abandonné. C'est pour ça qu'elle a fini tristement aux mains des Anglais et comme exactement on avait livré finalement le Christ aux Romains. Mais Jeanne d'Arc a absolument créé le sentiment national, si je puis dire français, même si à l'époque on ne parlait pas de nationalisme, mais elle est la première incarnation féminine d'un sentiment national français. Et cette fois, ça ne passait ni par une union royale, ni par une descendance royale, ça passait par une sorte d'élection divine directe, si je puis dire. Donc c'était une sorte d'onction divine directe à travers cette jeune fille qui était tout à fait exceptionnelle, puisqu'elle n'a vécu que 19 ans et elle a accompli son dessein en moins d'1 an. Et avec elle, on se rend compte de façon décisive que les événements importants qui amènent un véritable tournant et qui sont décisifs ont lieu très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a un tournant qui se prend et après on ne peut plus revenir en arrière. Et très souvent dans l'histoire, les épisodes décisifs sont courts, rapides, parfois violents, mais une fois que la page est tournée, on ne revient plus en arrière. Mine de rien, nous venons de passer plus de 1000 ans d'histoire. Après les Mérovingiens, les Carolingiens, voilà les Capétiens tout à fait installés. Et ayant bouté les Anglais hors de France, voici le royaume de France en son territoire, tel qu'il va rester quelque temps maintenant. Nous sommes dans un nouveau cycle qui démarre autour de l'an 1400
Et en fait, Jeanne d'Arc fait tout à fait la transition puisqu'elle est contemporaine de Gutenberg, né en 1400 et qui invente l'imprimerie en 1440. Et c'est effectivement l'événement fondateur de toute cette période qu'on a appelée après coup la Renaissance. Mais sur le moment, personne ne s'est dit nous sommes en train de vivre une Renaissance. Ça a été une période extrêmement troublée, avec beaucoup de guerres, de conquêtes, particulièrement en Italie. La Renaissance se fonde sur 3 ou 4 événements majeurs, pas plus en fait. C'est-à-dire d'une part la découverte de l'imprimerie, la découverte du Nouveau Monde, la révolution copernicienne, c'est-à-dire une nouvelle vision du monde où la Terre n'est plus au centre, mais le Soleil est au centre, et qui a entraîné toute une rénovation de la pensée religieuse et scientifique en même temps. C'est là où quelque part la science a commencé à se séparer de la religion, à travers la figure particulièrement de Galilée, qu'on a retenu, mais aussi à travers Kepler. Grâce à l'imprimerie, voilà que la Bible est traduite dans toutes les langues européennes et que se prend la conscience du fait qu'on peut s'enseigner à la lecture des Écritures sans passer par toute la pompe et les dogmes de Rome, a fait son chemin, et c'est là que sont nés les mouvements réformés. À travers Luther en Allemagne et à travers Calvin en France. Nous sommes quelque part dans le prolongement de la rénovation qu'avaient essayé les cathares, et c'est peut-être là où Calvin a réussi, mais il a fallu qu'il formalise quelque chose de manière à ce que ça puisse exister quand même. Et donc il a formalisé à partir de Genève et à partir de ses écrits très fondateurs tout ce qui allait être la nouvelle religion protestante réformée française. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que Calvin est un des auteurs les plus lus dans le monde. En France, donc, la Renaissance se lit beaucoup à travers l'apparition de cette nouvelle religion protestante, et à travers tout le renouveau qu'a pu amener François Ier des arts et de la culture, notamment qu'il est allé chercher en Italie, puisqu'il a fait venir Léonard de Vinci d'Italie. Et il faut imaginer que Léonard de Vinci, qui était déjà un vieil homme fatigué, a traversé les Alpes sur un âne avec 3 tableaux, donc il a légué à François Ier et à la France. 3 tableaux très très fondateurs, puisqu'il y a la Joconde, il y a Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, et il y a un tableau sur Saint Jean-Baptiste. Et je trouve que c'est une sorte de triplicité très symbolique, ces 3 tableaux. C'est-à-dire, c'est un legs non seulement, j'allais dire, culturel, artistique majeur, mais c'est un legs symbolique important. La Joconde est connue du monde entier, on vient la voir du monde entier au musée du Louvre, mais c'est peut-être de façon un peu plus voilée par le tableau de Sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, et la figure de la France, puisque nous avons Marie et Anne, qui va devenir Marianne, ensuite à la Révolution française. Donc quelque part symboliquement, la figure de la France est plus représentée par ce tableau. Dans cet ouvrage, j'évoque l'évolution de la pensée scientifique à travers les grandes figures que sont Copernic, Galilée, Kepler. Alors évidemment, ils ne sont pas français, mais on ne peut pas ne pas le considérer, et je le fais de façon assez précise parce que c'est tout à fait déterminant. Galilée est le père de la physique moderne, avant la physique quantique évidemment, mais il est le père de la mécanique et de la physique mécanique moderne, et Kepler est le père de l'astronomie. Et ce qui est très intéressant, c'est que Kepler était aussi astrologue. Alors évidemment, c'est là où c'est tout à fait intéressant pour moi d'évoquer Kepler, puisque au moment où il a fait ses travaux et où il a découvert les lois de fonctionnement des planètes, c'était un homme qui faisait également de l'astrologie, c'est-à-dire pour lui, l'astronomie et l'astrologie n'étaient pas séparées. Et sa vie est tout à fait significative de l'époque. Il a vécu en Europe au moment de toutes les guerres de religion, et il a été lui-même persécuté parce qu'il avait adopté la foi réformée luthérienne, et suivant les endroits où il vivait, il a été persécuté. Sa mère a failli être condamnée comme sorcière, et il a dû la défendre. Et c'est un homme qui a eu une vie très difficile, matériellement très difficile, mais qui n'a jamais douté finalement, et qui a toujours continué son chemin à travers les difficultés,
les oppositions qu'il a pu avoir. Et je dirais qu'il est vraiment le père de l'astronomie moderne. Et malheureusement, il est le dernier astrologue. François Ier a fait un don culturel et à la France important, mais il n'a absolument pas apporté la paix religieuse. Il a même au contraire énormément persécuté et les Vaudois et les nouveaux protestants. Et il a fallu l'arrivée de Henri IV pour que se mette en place un petit peu d'apaisement à travers l'édit de Nantes qu'il a réussi à imposer. Mais l'histoire d'Henri IV est tout à fait intéressante et j'ai longuement réfléchi pourquoi on considère que c'est le bon roi Henri. Qu'est-ce qu'on aime tant chez cet homme? Il n'a pas amené que cette idée que chaque Français pouvait manger tous les dimanches une poule au pot. Il a vraiment amené une pacification religieuse et déjà à travers lui-même. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il naît. Il est le fils de Jeanne d'Albret, qui était protestante et qui l'a même adoubé comme chef des protestants de France. Et donc il était en lutte contre les princes catholiques et en particulier le roi de France. Et voilà qu'il épouse donc une fille de Catherine de Médicis pour effectivement essayer d'amener la paix. Donc il est protestant, puis il épouse la foi catholique et il se reconvertit plusieurs fois. Et à travers lui-même, il a essayé d'une certaine manière la pacification et il a éprouvé lui-même ce que pouvaient être tous ces changements. Et finalement, il a réussi à imposer l'édit de Nantes. Et là, ça a été une période très déterminante pour l'histoire de France où vraiment la paix a commencé à s'instaurer. Malheureusement, il a été assassiné parce que vraisemblablement, il aurait pu aller beaucoup plus loin et en particulier au niveau européen à l'époque. 200 ans de renaissance en quelque sorte. Et puis ensuite, il a fallu que ces idées nouvelles s'installent peu à peu dans les consciences et puis dans les institutions. Et ça n'a pas été simple et ça n'a pas été facile. Et maintenant, l'Europe est divisée entre deux religions principales, d'une certaine manière, c'est-à-dire la religion catholique première et puis la religion réformée. Et en France, c'est les protestants qu'on a appelés les huguenots. Et maintenant, il va falloir que la paix s'installe entre ces deux factions, d'une certaine manière. Est-ce que la France va être uniquement catholique ou est-ce que la France va pouvoir intégrer tous ses enfants, quelle que soit leur religion? Ça va être le défi des temps à venir et ça va mettre du temps puisque finalement, après l'édit de Nantes qu'a instauré Henri IV, Louis XIV est revenu, il a révoqué et il a fallu arriver à l'aube de la Révolution pour que Louis XVI re-signe un édit de pacification et qui accepte à la fois les croyances juives et protestantes. Donc ça a été très très long. Avec Louis XIV, nous arrivons à l'apogée de la personnalité de la France, qui est extrêmement brillante, solaire, qui rayonne sur toute l'Europe. Là, il va falloir passer à autre chose d'une manière ou d'une autre. La France ne pouvait pas rayonner uniquement à travers son roi. La France devait rayonner à travers ses esprits foisonnants, riches, qui, durant le siècle des Lumières, se sont mis à revoir le monde différemment, à faire surgir les notions de liberté de conscience, de liberté de pensée, de liberté d'échange, et surtout de l'idée de se détacher de tous les carcans, des privilèges et des visions du monde antérieur. Ce n'est vraiment qu'au siècle des Lumières qu'on sort complètement d'une vision égocentrée du monde et où on s'ouvre à une vision d'un monde plus grand, plus large, et dans lequel les hommes doivent pouvoir se rencontrer et fraterniser. C'est dans la Révolution qu'ont surgi les principales idées qui ont infusé durant la Renaissance, si je puis dire. C'est-à-dire que tout le renouveau de la vision du monde s'est incarné pendant la Révolution française. Les Anglais ont réussi à rénover leur monarchie un siècle avant. Et on appelait ça la glorieuse révolution anglaise, mais les Français ont persisté dans la magnificence d'une monarchie qui n'en finissait plus de montrer ses ors et ses pompes, et qui s'est finalement ridiculisée, qui s'est vraiment séparée honteusement de sa population d'une certaine manière.
On dit que si la noblesse anglaise est intelligente et la population anglaise un peu plus ignorante, en France c'est le peuple qui est intelligent et ces élites monarchiques et nobles qui sont indigentes. Et là, je pense que après le siècle des Lumières, on assiste vraiment à l'indigence d'une monarchie qui n'a pas su se rénover. Et du fait que cette monarchie ne s'est pas rénovée, malgré la bonne volonté de certains, et en particulier de Louis XVI, qui au fond avait de la bonne volonté, mais la monarchie n'a pas réussi à se rénover parce que les nobles eux-mêmes n'ont pas voulu renoncer à leurs privilèges. Et finalement, ils ont été obligés d'y renoncer. Et donc, on est arrivé tout naturellement, comme dit Michelet, la révolution avançait irrésistible. Et pourquoi elle avançait irrésistible? Parce que dès que Louis XVI a ouvert une brèche, la révolution s'est engouffrée de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il convoque les États généraux et ils n'avaient pas été réunis depuis Louis XIII, c'est-à-dire depuis 175 ans. C'est donc un événement considérable. L'image est tout à fait grotesque d'une certaine manière quand on sait comment ça a commencé, quand on sait comment ça a terminé. Les États généraux rassemblaient les trois ordres de l'époque qui étaient donc la noblesse, le clergé et le tiers-état. Et ils étaient représentés pour un tiers chacun. Et la première question qui s'est posée, est-ce que c'est juste que le tiers-état, qui représente au fond la population, ne soit représenté que pour un tiers ? Et c'est là qu'a commencé une sorte de rapport de force avec le roi. Il y avait des écrits, en particulier les écrits de Sieyès, qui poussaient justement à augmenter la représentation du tiers-état. Et peu à peu, effectivement, tous ces représentants du tiers-état, qui au fond n'étaient pas du tout des représentants de la masse de la population, qui étaient essentiellement paysannes, mais qui étaient des hommes de loi, qui étaient des hommes lettrés, qui étaient des petits commerçants. Donc ces gens-là se sentaient investis par la population française parce qu'ils avaient recueilli les doléances. Et donc ils se sentaient investis et ils étaient pleins de bonne volonté et ils souhaitaient aider le royaume à se rénover. Ils ne souhaitaient pas renverser le royaume, ils ne souhaitaient pas mettre notre régime en place. Mais ce qui s'est passé, c'est que peu à peu, il y a un rapport de force qui s'est mis en place. Les tiers-états ont pris le dessus sur la noblesse. Les membres du clergé les plus éclairés ont rejoint le tiers-état. Les membres de la noblesse également les plus éclairés, par exemple ceux qui étaient déjà dans les cercles francs-maçons ou qui aimaient les idées nouvelles, peu à peu se sont mis à rejoindre le tiers-état et à ce moment-là s'est créé un véritable rapport de force d'autant plus grand que le roi résistait. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils amenaient quelque chose et qu'ils voulaient amener quelque chose de nouveau, le roi résistait. Et finalement, c'est la résistance du roi, son incompréhension à comprendre ce qui était en train de se passer, qui a fait que la révolution a eu lieu. Je dirais que l'essentiel de la révolution s'est passé dans les 3 mois d'été 1789, après la prise de la Bastille, et très rapidement là, à force d'être entraînés par leurs propres paroles, leurs discours, leurs écrits, tous ces êtres réunis ont fini par poser toutes les bases de ce qui allait être un nouveau régime. C'est-à-dire qu'ils ont aboli les privilèges en une nuit seulement. Finalement, ils ont aboli les privilèges. Ensuite, fin août, ils ont fini de terminer la Déclaration des droits de l'homme qui a été fondatrice de toute la suite. Et la révolution, dans son essence et dans son essentiel, a eu lieu en 3 mois. Ensuite, elle s'est prolongée sur 1 an et sur 5 ans. Ce qui est intéressant dans la Révolution française, c'est ce formidable chaudron créatif. On a là, dans un seul lieu, 1200 personnes rassemblées qui se mettent à faire des discours, à haranguer la foule parce que la population est présente, il peut y avoir il y a de la foule qui les regarde et qui donc s'élèvent les uns après les autres un ensemble de figures révolutionnaires parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils ont déjà beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, beaucoup écrit. Et les uns après les autres, ils viennent au devant de la scène et finissent par s'éliminer les uns les autres. Mais chacun, quelque part, a fait don de quelque chose, si je puis dire. Le premier qui a été le plus important, c'est Sieyès, puisqu'il avait quasiment donné la trame de ce qu'allaient être les bases de
du nouveau régime à travers un ouvrage déjà sur la représentation nationale. On peut dire que dans la Constituante se regroupait toute l'élite de la nation française. Et donc tous ces êtres-là réunis ont vraiment créé énormément de choses en très peu de temps, puisqu'ils ont créé toutes les fondations d'une nation moderne. Et ils sont même arrivés jusqu'à abolir l'esclavage. Et puis ils ont fondé effectivement la Première République française. Malheureusement, la Première République n'a pas eu le temps de s'incarner, parce qu'à ce moment-là, la France était dans une situation tout à fait tragique. Elle était assiégée par toutes les monarchies européennes. Donc il y avait les Anglais sur les côtes, et sur les frontières de l'Est, il y avait les Autrichiens, les Prussiens, toutes ces monarchies qui essayaient justement de sauver la monarchie française et qui donc voulaient empêcher la révolution de se propager et surtout de s'arrimer en France, parce que les monarchies européennes souhaitaient soutenir la monarchie française, comprenant que si la monarchie française tombait, eux-mêmes seraient ensuite en danger d'une certaine manière. Et à ce moment-là, il y a eu cette idée de génie, justement, de créer une armée nouvelle, une armée de conscription, où donc des jeunes Français ont été enrôlés, et ont été enrôlés à côté de l'armée de métier qui existait auparavant. Donc il y avait deux armées, il y avait les Blancs qui étaient l'ancienne armée royale et les Bleus qui étaient l'armée de conscription. Et c'est cette formidable armée qui a vraiment, si je puis dire, incarné un sentiment national. C'est-à-dire ça se voit surtout lors de la bataille de Valmy, qui a été gagnée par une sorte de ferveur nationale et qui a effrayé les Prussiens et les Autrichiens, puisqu'ils sont partis à l'assaut en criant « Vive la nation, vive la nation, vive la nation ». Et pendant plus d'un quart d'heure, et ça a effrayé les ennemis d'une certaine manière, parce que là on voyait que c'était une conviction unanime qui traversait vraiment tous ces êtres-là. Et la nation s'est incarnée vraiment à travers, d'une part, les textes fondateurs que étaient en train d'établir les conventionnels, et à travers cette armée de conscription qui défendait la France dans ses frontières. Valmy et la Première République sont de la même époque, puisque Valmy c'est le 20 septembre 1792 et la Première République démarre le lendemain avec l'équinoxe d'automne. Donc là, la Première République française est vraiment fondée non seulement par des textes, mais par sa population, si je puis dire, qui a défendu son territoire, et qui a défendu non seulement son territoire, mais qui a défendu ses idées, qui a défendu la République. Il faut vraiment prendre le temps de rencontrer toutes ces nobles figures de révolutionnaires. On en a des visions très caricaturales. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de les rencontrer un à un et de rencontrer leur bonne volonté, de rencontrer à quel point ils étaient convaincus de ce qu'ils faisaient et qu'ils souhaitaient vraiment le mieux et le bien pour l'ensemble de la nation d'une certaine manière. Le malheur, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord et qui n'ont pas réussi à créer un parti commun, mais tous avaient de la bonne volonté. Et surtout, la Révolution française a été beaucoup nourrie par la population parisienne et par la réflexion des différents clubs qui avaient lieu dans la capitale. Néanmoins aussi, il y avait des clubs dans les villes de province. Donc c'était une période de foisonnement, de recherche et de surgissement vraiment de nouvelles valeurs. Alors il y a deux choses. Il y a d'une part les valeurs qu'ils ont posées et d'autre part les institutions qu'ils ont créées. Et les institutions n'ont pas été tout de suite à la hauteur des valeurs qui ont été posées. Et la plupart des valeurs de la Révolution française ne sont pas encore incarnées de nos jours, ni en France, ni ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme, qui a été en quelque sorte la mère de la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'est toujours pas complètement en vigueur. Puisque s'il est question d'être fraternel, c'est pas tout à fait le cas encore, hein. Finalement, les Français ont une vision de leur propre révolution qui est pas loin de celle des monarchies européennes.
C'est-à-dire que les monarchies européennes considéraient que les Français étaient des insupportables révolutionnaires et des jacobins et qu'il fallait les réduire, que sinon ils allaient réduire l'Europe et la mettre à feu et à sang. Et les Français ne sont pas loin d'épouser cette vision de la Révolution. Ils pensent que la Révolution a été terrible, qu'elle a sombré dans la terreur. Mais avant d'arriver à la terreur, il s'est passé beaucoup de choses et il faut peut-être essayer de voir cet épisode d'une autre manière. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de considérer, c'est comment ça se fait que tous ces hommes-là, qui étaient l'élite de la nation, aient fini par s'éliminer les uns les autres jusqu'au dernier. Comment est-ce possible? Pourquoi? Donc il y avait Paris et la France finalement étaient encerclés de partout. Il y avait une sorte de chaudron révolutionnaire à la fois à Paris au centre mais aussi dans la périphérie. Et puis la patrie était en danger et assiégée. Par ailleurs, il y avait la guerre de Vendée. Et donc une guerre civile qui était en train de se vivre et qui était absolument tragique. Mais le risque était que la nation entière sombre, c'est-à-dire que les Vendéens, s'ils avaient fait la jonction avec les Anglais, auraient rendu la nation aux Anglais, d'une certaine manière. Donc l'enjeu de la guerre de Vendée était énorme. Ce n'était pas uniquement un enjeu royaliste contre républicain, mais c'était vraiment l'enjeu de faire perdurer la nation et la République. On a des images caricaturales des révolutionnaires, donc on parle de Robespierre le sanguinaire, de Danton la bonne parole, Desmoulins le gentil journaliste, etc. Mais d'une certaine manière, c'est pas aussi radical que ça, et Robespierre est-il cette figure épouvantable que nous en avons faite? J'ai réfléchi, j'ai essayé de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Et je crois qu'il y a une lecture énergétique qui peut être faite d'événements comme la Révolution française et qu'on peut peut-être aussi appliquer ensuite à d'autres événements comme la Révolution russe. L'explication peut en être la suivante. Avec les idées qu'ils ont invoquées, évoquées et puis ensuite traduites en paroles, en écrit, et qu'ils ont essayé d'amener en acte, d'une certaine manière, ils ont convoqué énormément d'énergie. Et donc, ils ont eu du mal, chacun individuellement, à supporter cette énergie. Il aurait fallu qu'ils s'unissent, qu'ils soient beaucoup plus, comment dirais-je, qui tiennent ensemble quelque chose. Mais comme ils continuaient d'une certaine manière à s'empoigner les uns les autres, chacun prétendant avoir raison et avoir la bonne parole, la bonne idée, au lieu de se combattre, s'ils s'étaient unis, ils auraient pu supporter le choc d'autant d'idées qui étaient en cours. En même temps, peut-être que ce n'était pas possible en si peu de temps, parce qu'ils ont projeté leur vision très loin, puisqu'ils ont été jusqu'à projeter un monde beaucoup plus équitable, où les richesses seraient réparties. Ils n'y sont pas arrivés, évidemment. Et c'est pour ça qu'on a dit que la Révolution française était une révolution bourgeoise. Parce qu'au fond, elle a particulièrement profité à la bourgeoisie, mais très peu à la population de base, d'une certaine manière. On n'y est toujours pas. Et on n'y est toujours pas. Donc ils ont invoqué tellement loin qu'ils ne pouvaient pas mettre en place en 5 ans quelque chose qui a une portée beaucoup plus lointaine. Et selon moi, le credo du Nouvel Âge dont parle Michelet, qui est la Déclaration des droits de l'homme, a une portée bien au-delà de la France et qui concerne un petit peu l'ensemble des nations. Et en même temps, au niveau de la nation française, elle n'est pas encore complètement incarnée. Pour quiconque, la France est la patrie des droits de l'homme. Donc les droits de l'homme, il faut qu'ils s'incarnent. C'est comme une nouvelle religion qui a été à ce moment-là prônée à travers la Déclaration des droits de l'homme. Mais cette fois, une religion quelque part sans Dieu, une religion humaniste. Donc en 5 ans, on est passé d'une monarchie absolue de droit divin à une république. Mais la république n'avait jamais tout à fait fonctionné puisque les états d'urgence avaient obligé à des mesures particulières qui empêchaient à la république de fonctionner. Donc à peine la république établie, ils sont tous morts. Enfin, la révolution, il faut la voir comme une sorte de tragédie nationale. Hein.
Et qui allait maintenant incarner la suite? Alors très très curieusement, après cette formidable idée de république, ça va être un général qui va prendre le relais. Alors pourquoi un général va prendre le relais? Alors là, je me suis questionnée. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'après avoir inventé la République, on accouche d'un général et d'un consul et puis d'un empereur? Et c'est tout à fait paradoxal. Est-ce que ça fait partie du sentiment français? Est-ce que ça fait partie de cette vision française où il faut toujours qu'un homme incarne quelque chose et qu'on n'arrive pas à se passer donc d'une incarnation divine, si je puis dire, du pouvoir? Et en fait, non, c'est beaucoup plus subtil que ça, je pense, et c'est là encore une sorte de lecture énergétique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les derniers géants de la Révolution ont disparu, en la figure de Robespierre par exemple, qui allait pouvoir incarner la nation? En fait, il y avait une seule force qui vraiment incarnait la nation à l'époque, c'était l'armée. Et cette armée de conscription qui avait vraiment saisi toute l'Europe d'une certaine manière par sa conviction, par sa volonté justement de tenir la République. Donc il faut imaginer que cette armée chantait la Marseillaise et donc avait que la liberté en tête et c'était son mot d'ordre, la liberté. Donc cette armée existait bel et bien. Elle avait fait venir à l'avant-plan des hommes de valeur. Les commandements n'étaient plus des nobles, mais c'était des êtres qui s'étaient élevés donc à diriger des corps d'armée. Et donc là, c'est là qu'est arrivé un petit général, Napoléon Bonaparte, qui s'est fait remarquer au siège de Toulon, qui s'est fait remarquer pendant la campagne d'Italie, et qui, à ce moment-là, a été en quelque sorte le plus à même de diriger une armée proprement dite. Déjà, il dirigeait très bien un corps d'armée, mais il a pu diriger une armée. Et donc finalement, la France à ce moment-là s'est incarnée à Napoléon Bonaparte parce que Napoléon Bonaparte était le meilleur dirigeant, le meilleur général de l'armée. Il a non seulement défendu le territoire de la nation contre les armées des royautés étrangères, mais en même temps il a assis les acquis de la Révolution au niveau intérieur, et d'ailleurs il n'a eu qu'à cueillir les acquis de la Révolution. Quand on dit qu'en France on vit encore sous le Code Napoléon, mais le Code Napoléon est un enfant de la Révolution, c'est-à-dire que c'est tous les révolutionnaires qui l'ont construit et Napoléon n'a eu qu'à le cueillir. Mais il a eu à le cueillir, mais à le mettre en place, à l'administrer, et il a su mettre en place une administration tout à fait à la fois centralisée et où du centre à la périphérie, les informations circulaient tout à fait bien, en quelque sorte comme au temps de Charlemagne. Donc après l'empire de Charlemagne, nous voilà maintenant avec un empereur qui allait faire un empire européen. Mais pourquoi il a fait un empire européen, Napoléon? Il n'a pas souhaité tellement conquérir l'Europe, mais il a dû défendre la France. Et pour défendre le territoire de la France, il a dû aller attaquer les armées à l'extérieur de nos frontières. Et là aussi, j'ai quelque part déniché une sorte de vision tout à fait nouvelle de Napoléon. En France, où on adule Napoléon, où on le déteste, où on considère que c'est un héros absolu, incarnation de la grandeur de la France, ou bien on considère que c'est un sanguinaire qui a été semé le désordre et la pagaille partout en Europe et qui a ruiné la France par les morts de son armée. C'est pas du tout ça, Napoléon Bonaparte. En fait, il n'a eu de cesse d'essayer de faire la paix en Europe. Et pour faire la paix, il a dû faire la guerre, parce que dès qu'il arrêtait, même s'il avait gagné une bataille, ses adversaires ne se tenaient jamais au traité de paix qu'il avait mis en place. Parce que par derrière, les Anglais revenaient à la charge, finançant les autres monarchies européennes et ruinant tous les efforts qu'il avait mis en place pour mettre la paix en Europe. En particulier, il a vraiment essayé de faire un accord avec le tsar Alexandre II, et qu'il aimait beaucoup. D'ailleurs, il s'appréciait beaucoup. C'était deux êtres très, très frères d'une part. Ils auraient pu faire une paix intéressante. Le tsar Alexandre et Napoléon, et qui se sont rencontrés justement sur le Niémen,
sur un radeau sur le Niémen à Tilsit. Il a essayé, mais là encore une fois, au sein même d'ailleurs de son administration, ses efforts ont été ruinés parce que le plus grand traître était à l'intérieur, c'était vraisemblablement Talleyrand. C'est que Talleyrand a vraiment trahi Napoléon et ses accords avec le tsar en allant du côté de la cour d'Autriche fomenter des désordres. Donc, ce qu'on peut retenir de Napoléon, c'est que finalement, il a semé les idées révolutionnaires en Europe. Il a mis en place des royaumes ou des républiques qui s'administraient avec les mêmes valeurs que la République, que la France. Et d'ailleurs, à son sacre, Napoléon a prêté serment sur les valeurs de la Révolution française. Donc, il n'a jamais tellement foulé aux pieds les valeurs de la Révolution française, au contraire, il les a administrées, déployées au niveau français, et puis il a été les semer en Europe. À la fin de l'épopée napoléonienne, la France retrouve ses frontières antérieures, donc tout cet empire s'est effondré, mais ce qu'on peut retenir d'extraordinaire, c'est peut-être d'ailleurs une leçon de l'histoire, c'est que les empires n'ont pas duré dans leur forme, mais le véritable empire, si je puis dire, il est dans la conscience et il est dans l'esprit. C'est-à-dire l'empire napoléonien, c'est avoir semé les idées de la Révolution. Après la défaite définitive de Napoléon à Waterloo et donc son emprisonnement par les Anglais, on a eu un retour monarchique. Alors là, évidemment, toutes les monarchies européennes étaient contentes puisque la France était enfin calmée, on avait calmé les révolutionnaires, on avait évincé le général, donc on retournait à la monarchie. Donc qu'est-ce qui reste de la Révolution après Napoléon ? Finalement, beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine, c'est-à-dire qu'il reste dans les institutions françaises un fonctionnement déjà et des lois, et au niveau européen des idées qui ont été semées, et tout le 19e siècle, en France et en Europe, ne va être finalement qu'une lutte assez formidable entre l'émergence de ces nouvelles valeurs à travers des formes de gouvernance nouvelles et rénovées, des républiques en particulier, ou des retours monarchiques. Et alors le 19e siècle français est un exemple fabuleux pour ça, c'est-à-dire qu'il y a eu en permanence des périodes de restauration monarchique et puis de poussées révolutionnaires nouvelles pour essayer quand même d'imposer une nouvelle république, ou avec peu de temps après une régression monarchique. Et donc c'est là qu'on se rend compte que le nouveau surgit toujours rapidement à travers quelques êtres, et ensuite, une fois que les idées ont été semées, il faut beaucoup de temps pour qu'elles vraiment rentrent dans les esprits, pénètrent, traversent les consciences et gagnent les différentes générations. Et donc tout le 19e siècle ne va être qu'une sorte de vague révolutionnaire auquel succèdent des régressions monarchiques jusqu'à même le retour de Napoléon III, quoi. Mais ça a été une période assez sombre, mais pendant ce temps, incuber les idées nouvelles et les nouvelles générations qui s'éduquaient à cela, et cela a commencé à surgir en 1830 avec la Révolution de juillet, les 3 journées glorieuses de juillet, où on voit à nouveau la République qui essaye de guider le peuple selon le magnifique tableau de Delacroix. Mais peu de temps après, il y a eu encore une restauration monarchique, c'est-à-dire que, disons que les Français étaient saisis par la peur de ne pas savoir gérer des révolutions. Donc, ils tentaient une révolution, et puis dès qu'elle était là, tout le monde, la majorité des êtres prenaient peur et se dépêchaient de remettre un roi pour calmer l'ensemble. Et donc on voit cette peur de sombrer dans une révolution non maîtrisée, si je puis dire. Parce que les Français avaient compris qu'il était extrêmement difficile de terminer une révolution et de la terminer correctement. Et donc on ne savait pas terminer une révolution, et très vite on remettait un roi. Arrive enfin la révolution de 48, assez déterminante puisqu'elle fonde la Deuxième République, mais cette Deuxième République a une durée extrêmement éphémère. Alors pour la première fois,
on instaure l'élection d'un président au suffrage universel et ça a donné lieu à un engouement assez extraordinaire. Néanmoins, le suffrage universel, attention, c'était encore un suffrage uniquement masculin. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, tous les hommes du pays pouvaient aller voter, mais les femmes ne votaient pas encore. Et qui est-ce qui est élu? Un Bonaparte, le neveu de l'ancien empereur. Et à peine élu, Bonaparte va fomenter un coup d'État et va devenir Napoléon III. Donc, patatras, la Deuxième République, elle retombe à nouveau. Alors, on ne revient pas à une monarchie, mais on revient à un empire. Néanmoins, c'est un empire très différent du premier, et c'est un empire très matérialiste qui a amené une sorte de révolution industrielle en France, mais qui a été extrêmement, comment dirais-je, rude au niveau des idées. C'est-à-dire que beaucoup d'opposants ont été réprimés et on se rappelle parmi eux la figure de Victor Hugo qui est parti et qui a quitté le pays et qui est allé quelque part amener la flamme de la France sous d'autres cieux et se rappeler qu'elle n'était pas uniquement réductible à Napoléon III. Napoléon III a eu une fortune guerrière assez dramatique puisqu'il s'est lancé dans une aventureuse guerre contre les Prussiens pour une affaire d'honneur tout simplement et finalement il s'est trouvé vaincu par les Prussiens à Sedan. Et à ce moment-là, on a vécu un épisode extrêmement sombre qui se rapproche un petit peu de la période, j'allais dire, d'occupation de la Seconde Guerre mondiale, où à ce moment-là, les Français se sont quasiment, j'allais dire, soumis aux Prussiens. Quand on sait que l'empereur de Prusse, à ce moment-là, a déclaré son nouvel empire dans les locaux même du château de Versailles. C'était une suprême humiliation pour la France, quoique l'empereur de Prusse déclare la réunion des États prussiens au sein même du château de Versailles, qui était l'emblème de la France, enfin de la royauté française en tout cas. Et c'est un épisode très sombre parce que de façon récurrente dans l'histoire de France, on voit en quelque sorte deux France. Une France qui ne se soumet pas, qui veut toujours aller de l'avant, et une France qui se soumet quelque part au plus offrant. Et là, ça a été assez tragique, puisque seul Paris a décidé de continuer la lutte contre les Prussiens, et donc s'est institué en commune. Et il y a eu cet épisode assez extraordinaire de 4 mois de la Commune de Paris, qui a été extrêmement fécond au niveau de la production des idées et même des pratiques, et qui quelque part a repris donc le flambeau de la révolution antérieure. Et qui a même mené un petit peu plus loin, puisque là, des idées vraiment de positionnement des femmes en égalité avec les hommes ont surgi, et de prise en main des moyens de production sous forme de coopératives. Donc il y a eu des idées très généreuses, très nouvelles et très ouvertes qui ont surgi, mais la Commune de Paris a été... j'allais dire, étouffée dans le sang. 20 000 personnes ont été tuées en une semaine. Ça ressemble au sac de Béziers du temps des Cathares. À la fin du XIXe siècle se clôt le cycle de 500 ans qui a démarré à la Renaissance et débute donc un nouveau cycle de 500 ans, en quelque sorte avec le XXe siècle. Analogique au cycle de la Renaissance, mais il a une portée bien plus considérable que celui-ci, puisque débute en même temps l'ère du Verseau. Et par conséquent, en ce moment, au XXe siècle et au début du XXIe siècle, nous sommes dans une période analogique à la Renaissance et qui prépare les nouvelles valeurs de l'ère du Verseau. Alors on les connaît, ces nouvelles valeurs du Verseau, elles sont essentiellement dans cette idée d'une fraternité entre les humains, et donc on est une grande famille universelle. Normalement on devrait quitter les visions trop nationalistes et on devrait rentrer
dans une mondialisation, mais une mondialisation fraternelle, si je puis dire, et pas une mondialisation économique, avec les dominations économiques actuelles. Donc on voit à peu près quelles peuvent être ces valeurs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce que la France a œuvré dans ce sens et qu'est-ce qu'elle a posé, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour préparer à cela. C'est ça que j'ai essayé de dégager. Donc nous sommes dans cette période de plateau d'un siècle analogique à la Renaissance. Comment appellera-t-on plus tard cette période? Nous ne savons pas, mais en tout cas elle est excessivement importante. Elle a une portée au-delà de ce qu'on en mesure à travers le simple mot de crise. Nous parlons de façon incessante de crise, mais la portée est beaucoup plus importante que cela. C'est non seulement une crise épisodique comment dirais-je, économique, mais c'est une crise de civilisation, évidemment. Et par conséquent, ce n'est pas tellement des guerres extérieures de religion comme à la Renaissance qui ont lieu, mais en quelque sorte, ce sont des guerres maintenant économiques. Et c'est sans doute là où est le combat actuellement, et la lumière doit venir d'une nouvelle forme comment dirais-je, d'expression de la conscience humaine, et d'une nouvelle aussi expression d'une pensée religieuse qui n'est plus du tout assujettie à un dogme ou à une religion instituée, mais qui est vraiment une manière de vivre le religieux extrêmement libre et apaisé. Tout comme à la période de la Renaissance, ce cycle commence dans les affres de la guerre et dans des douleurs même d'une guerre mondiale, puisque finalement de 1914 à 1945, nous avons vécu 30 ans de guerre, et une guerre pas uniquement européenne, mais une guerre mondiale. Et donc la France, là, a été prise dans un ensemble d'événements qui ne la concernent pas qu'elle, et ce qui est intéressant de voir, c'est quelle position elle a eue au milieu de cela. Tout d'abord, avant la guerre de 14, la France, et au début du XXe siècle, la France a posé des fondements importants de ce qu'elle est comme république, c'est-à-dire une république, si je puis dire, laïque, non pas anticléricale, mais laïque. Et ça s'est fait à travers un très très gros travail des différents parlementaires de la Troisième République, qui est arrivé à terme, si je puis dire, au début du XXe siècle, et qui est sorti dans ce qu'on appelle la séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire l'État français s'est résolument séparé de toute tutelle religieuse. Cette séparation de l'Église et de l'État a été extrêmement difficile et douloureuse, et je dirais qu'un certain antagonisme continue à traverser la société française, et on a toujours en quelque sorte les deux Frances qui sont prêtes à ressurgir et à s'affronter l'une contre l'autre. Donc les fondamentaux de la République française, la laïcité, sont mis en place au début du XXe siècle, et malheureusement ensuite, malgré les avertissements d'être comme Jean Jaurès, qui a essayé de nous montrer l'inanité et l'erreur que pouvait être la guerre, et dans quoi elle allait nous entraîner, je dirais que la France, tout comme les autres nations européennes, se sont trouvées entraînées dans la Première Guerre mondiale. Alors il a fallu traverser cette époque douloureuse, et en 1918 on a cru que la guerre était terminée, mais ce n'était qu'un arrêt provisoire, puisqu'elle a repris en 1939 du fait de traités de paix qui étaient absolument pas du tout régulés, qui n'étaient pas justes, et qui portaient en eux, je dirais, les semences de la discorde future, quoi. Néanmoins, la France a continué à poser ses choix, j'allais dire, sociaux, et à continuer à mettre en avant les droits de l'homme et à les incarner dans les différentes lois sociales qu'elle a mises en place, et notamment lors du Front populaire, qui a amené une avancée décisive pour les travailleurs, si je puis dire, à l'époque,
puisqu'on a mis en place l'idée que les hommes et les femmes qui travaillaient avaient le droit du repos, hein, c'était pas acquis avant, et qu'ils avaient le droit à travailler un certain nombre d'heures seulement et qu'on ne pouvait pas user, abuser d'eux comme on le voulait. Donc les acquis du Front populaire sont extrêmement importants, et pas uniquement au niveau des droits sociaux, mais aussi au niveau d'une position humaniste de l'homme. Et là, on a des formidables moments, je dirais, de joie collective et de communion des Français entre eux. À ce moment-là, dans une sorte de libération, d'un asservissement à un travail qui était jusque-là pas du tout régulé, et qui était pas loin d'une sorte d'esclavage, quoi. Malgré les formidables avancées et lumières de 1936, l'Europe était en proie à la montée des fascismes en Italie et en Allemagne. Et la France, pas plus que les autres nations européennes, n'ont pas su juguler cette montée. C'est comme si on assistait impuissant à cette montée et qu'il n'y avait aucun moyen d'arriver à l'arrêter. La France a une position tout à fait singulière dans ce conflit. On n'a pas encore fini d'analyser, je pense, les conséquences ou peut-être même les causes de cette position. Je crois qu'historiquement, on n'est pas encore assez loin de l'époque pour comprendre cela, mais il y a un historien comme Marc Bloch qui s'est essayé à expliquer cette étrange défaite. Et j'insiste un petit peu là dans l'ouvrage avec lui et grâce à lui à cette signification. Ce qui est très très curieux, c'est qu'on a l'impression qu'il y avait parmi certaines élites françaises de l'époque, j'oserais dire de droite, une sorte de fascination de ces fascismes italiens ou allemands, et quelque part il y a eu une véritable soumission avant l'heure à l'Allemagne, et la défaite même s'annonce là-dedans, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en 5 semaines, la France a été vaincue, ce qui paraît totalement absurde quand on connaît la force de l'armée française de l'époque. Et donc il y avait quelque part déjà une volonté des élites de collaborer avec les Allemands. Et dès que les Allemands ont été sur le territoire, elles n'ont eu de cesse de faire un accord avec eux. En fait, c'est comme ça que Marc Bloch voit la défaite de 1939. Et donc la France se trouve occupée par les Allemands, et elle a une position singulière puisqu'elle est occupée, donc elle est en paix, elle ne fait plus la guerre contre les Allemands, mais tragiquement elle collabore. Et c'est là qu'en même temps que s'éteint une certaine France, avec la déclaration d'armistice faite par Pétain le 17 juin, dès le lendemain s'allume une lumière à Londres avec l'appel du général de Gaulle du 18 juin qui, quelque part, reprend le flambeau de la France et dit « mais la France n'est pas cette France qui vient de signer l'armistice avec les Allemands. La France libre existe et la France libre revivra. » Alors, c'était d'une audace inouïe. Cet homme n'était pas connu. Il avait été sous-secrétaire d'État à la guerre, le général de Gaulle. Il était général d'armée, certes, mais il n'était pas connu. Il s'est retrouvé miraculeusement à Londres juste avant l'armistice, et si bien que dès le 18 juin, il a senti l'ardent besoin d'affirmer que non, la France n'était pas vaincue. Et comment a-t-il eu cette audace? Pourquoi? Enfin, comment comprendre ça? Maintenant, l'appel du 18 juin est devenu mythique. Et comme De Gaulle ensuite a assis sa figure et qu'il est devenu un très grand personnage, ça nous paraît naturel. Mais il faut comprendre à l'époque ce que ça pouvait être. C'est-à-dire il était inconnu, des Français déjà, des Anglais encore plus, et peu à peu il a dû s'imposer jusqu'à représenter la figure de la France libre. Très vite, les Français les plus ouverts, les plus éclairés, ont compris ce qu'il a dit et se sont reconnus en lui et ont communié périodiquement avec lui sur la radio de Londres, et puis l'ont rejoint, pour certains, à Londres pour le renforcer, quoi. Mais c'était d'une audace inouïe. Je dirais que c'est là où, quelque part, De Gaulle rejoint
l'épopée de Jeanne d'Arc. C'est-à-dire, il a eu la même. Je pense qu'il ne l'a jamais dit dans ses mémoires, mais il est possible que De Gaulle ait entendu des voix comme Jeanne d'Arc en a entendu. Parce que d'où a-t-il tiré cette force et cette certitude de dire « Je suis la France libre ». Devant cet effondrement, deux voix soufflent de l'abandon. Il a eu beaucoup de mal à se faire accepter des alliés et à imposer sa position auprès des Anglais et surtout auprès des Américains. Parce que les Américains ont peu à peu préparé le débarquement en Europe. Enfin, ils sont rentrés en guerre, puis ils ont préparé le débarquement en Europe. Donc les Anglais et les Américains, ce qu'on appelait les Alliés, en fait, ils ont travaillé de manière essentiellement, j'allais dire, matérielle. C'est-à-dire, ils ont préparé des armées, ils ont organisé la revanche et le débarquement. Donc, c'était des forces matérielles immenses, c'était beaucoup d'argent, beaucoup de matériel, La France n'avait que des idées, d'une certaine manière. C'était De Gaulle d'abord, à Londres. Et donc, est-ce que les idées allaient être suffisamment fortes pour s'imposer à cette énorme armada matérialiste que mettaient en scène les Américains? Jean Moulin est une de nos figures mythiques aussi, et je me suis beaucoup interrogée pourquoi il était aussi important. Et il est effectivement extrêmement important, puisqu'en quelque part, Jean Moulin est le pendant français de De Gaulle. C'est-à-dire, je m'explique, pour que De Gaulle, dans son affirmation de la France libre, s'impose auprès des Alliés, il fallait qu'à l'intérieur de la France même, il y ait une organisation suffisamment solide qui dise « nous sommes la France libre et au sein d'une France occupée, nous résistons ». Et heureusement que justement, il y a eu cette résistance française qui s'est imposée, bien qu'elle ait rassemblé guère plus que 200 000 hommes et femmes, elle a été d'une extrême importance puisqu'elle a réussi à se positionner comme la représentante à l'intérieur de la France occupée de la France libre. Mais De Gaulle tout seul n'aurait pas pu tenir à Londres sans cette force. Et Jean Moulin, son rôle a été d'unifier les mouvements de résistance. Ce qui est extraordinaire, c'est que les mouvements de résistance sont apparus spontanément, ici ou là, en France, et graduellement, sans forcément se concerter entre eux. Tout comme des jeunes hommes sont arrivés auprès de Gaulle en Angleterre spontanément, et ils se sont retrouvés des centaines et puis des milliers graduellement, mais sans s'être concertés entre eux. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Mais après ces mouvements intérieurs de résistance, il fallait les coordonner, et puis il fallait les unifier, et puis il fallait les préparer en futur gouvernement d'une France libre. Et c'est ce qu'a fait Jean Moulin. Et d'ailleurs, il était l'émissaire de Gaulle auprès de la résistance intérieure, et il a, de façon très, comment dirais-je, déterminée, unifié les mouvements de résistance. Et je montre dans mon livre, à travers des figures de résistants peu ou mal connues, combien cette résistance intérieure a été magnifique, lumineuse et très minoritaire, mais très déterminante. Donc là encore, on voit bien que ce n'est pas la majorité qui fait la loi ou qui fait, j'allais dire, l'évolution, c'est toujours une minorité qui est porteuse de lumière et d'évolution et qui, de façon déterminée, en posant sa résistance, c'est le cas de le dire, réussit à maintenir la flamme de la liberté en vie. Ce qui est extraordinaire, c'est que le programme de gouvernement du Conseil national de la résistance s'appelait Les Jours heureux. C'est magnifique. Et c'est de ce programme, justement, dont nous a parlé récemment, avant de décéder, Stéphane Hessel. Il réinvoquait ce programme-là, qui était un programme qui reprenait, en quelque sorte, les meilleures promesses et de la Révolution française et de la Commune, et tous les acquis, j'allais dire, les plus avancés de la France, d'une certaine manière, et dont en particulier l'égalité homme-femme, enfin, et l'accès des femmes aux droits civiques.
Et dans la résistance, il y a eu de magnifiques figures féminines, et je les évoque dans mon livre, j'en évoque certaines, évidemment je ne peux pas parler de toutes, mais dans la résistance, il y a eu de magnifiques figures féminines. On pourrait dire que la France, à ce moment-là, s'est vraiment positionnée comme une sorte de porte-flambeau des pays libres. À travers cette idée de la France libre, était vraiment posée l'idée de la liberté, j'allais dire. Et De Gaulle a su la mettre en avant à travers un symbole très rapidement. Dès juin 1940, il a, avec son état-major, qui était pourtant très réduit, ils se sont dit que face à la terrible croix gammée, il fallait un symbole. Et ils ont pris comme symbole la croix de Lorraine. J'explique dans l'ouvrage la symbolique magnifique de la croix de Lorraine, qui est en fait vraiment une symbolique de libération et surtout libération des contraintes de l'incarnation, et qui est vraiment la symbolique de la vie de l'âme. Donc je dirais que la France est rentrée dans la vie de son âme de façon déterminante à ce moment-là. C'est-à-dire elle a commencé à ouvrir à sa vie d'âme, proprement dite, à la Révolution, et elle est rentrée dans sa vie d'âme au moment de la Résistance et à la Libération. La Croix de Lorraine, avec ses deux branches, est à la fois la Croix de l'Incarnation avec son premier niveau, mais la Croix de l'âme avec son deuxième niveau. Et ça, c'est assez magnifique. Donc, voilà De Gaulle qui se met à incarner la France libre. C'était extrêmement important, parce que si De Gaulle n'avait pas organisé un gouvernement après la libération, ben, les Américains auraient administré la France avec l'administration de Vichy. C'est-à-dire qu'ils étaient tout à fait prêts à un accord avec les gouvernants de Vichy qui avaient collaboré avec l'ennemi. Donc ça aurait été tragique à ce moment-là si on était parti dans ce sens. Parce que la France, à travers le gouvernement de Vichy, est très responsable d'exactions nombreuses à l'égard des Juifs, déjà, mais à l'égard de tout être qui combattait pour la liberté. Et d'ailleurs, je traite de cette question, est-ce que la France est responsable du gouvernement de Vichy? Ben oui, puisque c'est une certaine France qui a collaboré avec le gouvernement de Vichy, et c'est une autre France, avec De Gaulle, qui a incarné la liberté. Mais là, on avait vraiment les deux France face à face, très extrêmes. Hein. Il s'en est fallu de peu que, j'allais dire, que la France meure, au sens, justement, je me suis posé souvent la question, quand je voyais des monuments à la gloire des résistants, on disait, ils ont sauvé la France. Alors je me disais, mais comment ont-ils pu sauver la France? Ils étaient si peu nombreux. Souvent c'était des monuments, il y avait 2 ou 3 fusillés. On me disait, ils ont sauvé la France. Et j'ai réfléchi à ce que voulait dire cette expression. Ben oui, ils ont sauvé la France. Ils ont sauvé l'âme de la France, parce qu'ils l'ont maintenue en vie grâce à leurs actions de résistance contre l'oppression nazie.
Pour montrer l'actualité de cette notion de résistance, je voudrais insister sur le témoignage de Geneviève Antonios de Gaulle. Elle est la nièce du général, elle a été une très grande résistante et puis elle a été emprisonnée en camp. Elle est revenue d'ailleurs presque mourante. Et ensuite, après la guerre, elle a travaillé activement au profit des sans-logis. Et elle disait que quand elle visitait les bidonvilles et les êtres qui vivaient dans le dénuement, elle retrouvait les mêmes odeurs que dans les camps. Et c'est pour cela qu'elle œuvrait activement à trouver un logis à tout le monde. Et je trouve que ce témoignage devrait être majeur à notre époque et qu'on devrait l'entendre. Et qu'on ne devrait pas cesser de résister à ces formes d'oppression modernes que sont la misère. Je me suis interrogée sur le succès planétaire du pamphlet de Stéphane Hessel, Indignez-vous. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. En France, en fait, il trouve très peu d'écho. On aime ou on n'aime pas Stéphane Hessel, mais en France, il n'a pas un écho aussi important qu'à l'international. Je me suis interrogée pourquoi. En fait, dans le pamphlet de Stéphane Hessel, il est construit sur finalement deux piliers. Le programme du Conseil national de la résistance et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc il en appelle justement à une gouvernance beaucoup plus équitable, beaucoup plus juste et à la mise en place résolue de lois sociales et humaines un peu partout dans le monde et à cesser de répondre à la dictature des marchés, à la dictature économique. Et donc je comprends pourquoi il est entendu internationalement et en fait il tire sa force de cette période de la résistance. Lui-même il a été un très grand résistant. Et c'est assez extraordinaire que ce tout petit opuscule qui n'a que quelques pages ait une telle portée. Donc on se rend compte que l'essentiel se réduit quelquefois à quelques mots, quelques lignes. Et là, l'essentiel était dans le programme du Conseil national de la résistance et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une promesse à incarner déjà en France et ensuite dans le monde. Et c'est ça qui fait écho dans les populations des indignés ou de ceux qui occupent des sites et qui disent halte à la mondialisation économique, entrons dans la fraternité mondiale. Et au fond, Stéphane Hessel est un porte-parole de l'âme de la France. Donc voilà la France libérée, administrée par un gouvernement provisoire sur la lancée de ce qui avait été élaboré par le Conseil national de la résistance. Et puis la 4e République se met en place. Alors De Gaulle aurait voulu que ça soit une république un petit peu différente de la 3e, de manière à ce qu'il y ait un chef d'État, un président de la République avec un pouvoir fort qui arrive à traverser les querelles d'appareil qui avait émaillé la 3e République, mais il n'a pas réussi à l'imposer et en quelque sorte la guerre des partis continuait, si je puis dire. Puis voilà De Gaulle qui revient au pouvoir par un coup d'État. Alors tout le monde se dit « Ah, encore un général au pouvoir, est-ce qu'il va nous faire le coup de Napoléon III, c'est-à-dire quelque part devenir un dictateur ?» Mais comme il l'a dit de façon assez amusante, est-ce qu'à 70 ans, je vais commencer une carrière de dictateur? Non, en fait, il n'était pas venu entamer une carrière de dictateur, il était venu en quelque sorte faire la paix en Algérie et puis libérer tout l'ancien empire colonial français. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? La guerre et la libération nous amènent à cette fameuse période de plateau et qui va durer 100 ans, de 39, j'allais dire, jusqu'en 2040 d'une certaine manière. Et nous sommes au cœur de cette période. Et cette période qui est analogique à la Renaissance. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette période? J'essaye de l'explorer, mais nous manquons de recul pour le moment. Néanmoins, l'astrologie nous permet vraiment bien de repérer ce qui est en train de se passer.
Comme nous sommes dans une période vraiment de démarrage d'un nouveau cycle, nous avons de la difficulté à voir les valeurs qui sont en train d'émerger. Et au sein de ce cycle-là, il y a d'autres cycles plus courts qui ont commencé, qui sont éminemment importants. Un cycle qui a démarré dans les années 60, au début des années 60, et qui a amené aux événements qu'on a appelés de mai 68. Et puis un autre cycle qui a démarré avec les années 90 et qui va nous amener beaucoup plus loin, qui en fait est là pour instaurer vraiment de nouvelles valeurs. Finalement, De Gaulle arrive à instaurer la Ve République à un pouvoir fort présidentiel. Et maintenant, vu les dysfonctionnements, on se dit que c'est les institutions qui ne sont pas bonnes. En fait, est-ce que ce sont les institutions qui ne sont pas bonnes ou est-ce que c'est la manière de les utiliser? Ça, c'est toute une histoire et je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il est évident que depuis l'instauration de la Ve République, on ne voit pas de faits majeurs. Et à part les événements de 68 et puis la construction européenne, on ne voit pas surgir des nouveaux types de fonctionnement. On ne voit pas surgir des générations nouvelles qui portent des espérances nouvelles. Néanmoins, 68 ouvre un cycle très important de Pluton-Uranus qui arrive à son premier carré actuellement entre 2012 et 2015. Et donc ce dont on est sûr, c'est que la flambée de 68 qui en France s'est traduite par les événements de 68 et qui dans le monde se sont traduites par une nouvelle philosophie du peace and love, paix, amour, et puis par une nouvelle manière fraternelle de voir le monde. Et ce qui est sûr, c'est que ces valeurs-là n'ont pas fini de s'incarner et qu'elles devraient retrouver place maintenant dans ce tournant de la crise entre 2012 et 2015. Et donc comment peuvent-elles s'incarner? C'est-à-dire c'est un monde plus fraternel, plus ouvert, plus aimant qui devrait se mettre en place. Et face à une mondialisation économique qui ne fait qu'écraser les plus faibles et enrichir les plus forts, elle nous amène à une aspiration d'une équité, d'une certaine manière, au sein de chaque nation et puis ensuite entre les peuples. La France aujourd'hui campe un peu trop sur sa personnalité lion, égoïste, arrogante. Elle doit vraiment s'ouvrir à la bienveillance et à l'humilité de son âme poisson. Aujourd'hui, elle est la première destination touristique mondiale. On y vient de partout, admirer ses côtes ensoleillées, ses châteaux, goûter ses vins et acheter ses produits de luxe. C'est bien, mais c'est sans doute autre chose que recherchent tous ces touristes. Ils recherchent l'âme de la France. Elle doit se réveiller.